Je suis Édouard Duparvenot, le vice-président du mouvement européen. Je suis ravi de vous accueillir à Nantes et à l'espace Cosmopolis. Pour ceux qui ne sont pas de Nantes, bienvenue à Nantes. Dans le cadre des élections européennes et de la journée de l'Europe et de la fête de l'Europe, on organise un café-débat ou une conférence sur les élections européennes et leurs enjeux. Alors, nous souhaitions avoir un grand nombre de candidats. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à en avoir autant. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je représente également la présidente du mouvement européen, Rosa Buzio, qui est ici. Voilà. Bonsoir. Également Patrice Bolo, qui est notre vice-président d'honneur. Je remercie également tous les membres de l'équipe qui ont participé à l'organisation de ce débat, à tous les candidats ici présents. Je m'adresse également à tous les jeunes qui sont dans la salle et auxquels je remercie vivement pour leur participation. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à M. Leclerc. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue donc pour ce débat entre les 13 listes principales qui vont concourir aux élections européennes. Le 26 mai prochain, comme vous le savez, nous allons élire 751 députés européens au Parlement, à la fois à Strasbourg et à Bruxelles, pour le mandat 2019-2024. Je vous rappelle que la France va élire 79 députés dans un scrutin à la proportionnelle qui aura lieu pour cette fois à l'échelle du pays. Je rappelle également que dans ce scrutin, les électeurs français auront le choix entre 33 listes, même si les 13 principales sont présentes ce soir. Je vais vous présenter les candidats un à un, en commençant complètement par ordre alphabétique. En commençant complètement ici à gauche. Benjamin André, bonjour, vous êtes 8e sur la liste Allons Enfants, qui est le mouvement qui défend la représentation de la jeunesse. Juliette Berzochetto, bonsoir, vous êtes 6e sur la liste des Européens de l'UDI, le mouvement dirigé par Jean-Christophe Lagarde. Alain Vélo, bonsoir. Vous êtes le 15e sur la liste Ensemble Patriotes et Gilets jaunes du mouvement de Florian Philippot. Hélène Diazy, bonsoir. Vous êtes le candidat sur la liste Urgence écologique. Gauthier Buchet, bonsoir. Vous êtes le représentant de la liste du Rassemblement national, le mouvement de Marine Le Pen. Stéphanie Chagnon, bonsoir. Vous êtes 9e sur la liste du Parti animaliste. Christophe Clergeau, bonsoir. Vous êtes 7e sur la liste Envie d'Europe du PS et Place Publique, emmené par Raphaël Glucksmann. Xavier Fournier, bonsoir. Vous êtes 28e sur la liste Renaissance de la République en marche, initiée par Emmanuel Macron, comme on sait. Edith James, bonsoir. Vous êtes 42e sur la liste France Insoumise, mouvement dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Julien Arnaud, bonsoir. Vous êtes 16e sur la liste Europe Écologie Les Verts, emmenée par Jadot. Gabriel Elani, bonsoir. Vous êtes 60e sur la liste Union de la droite et du centre des Républicains. Alain Parisot, bonsoir. Vous êtes 59e sur la liste Ensemble pour le Frexit jaune, emmené par François Asselineau. Et Araj Saïdi, bonsoir. Vous êtes 21e sur la liste Génération, emmenée par Benoît. Alors, comme vous l'imaginez, organiser un débat avec 13 listes, c'est pas simple. Surtout, c'est presque une première. Donc, ça impose une série de contraintes, de règles assez strictes que je voudrais rappeler dès le démarrage. La première, c'est nous allons avoir 3 phases dans ce débat. La première, vous verrez, est une question assez générale sur la question de l'union de la mondialisation qui va permettre à chacun des candidats d'expliciter un peu la philosophie de son projet, finalement pourquoi l'Europe d'après lui, d'après la liste qu'il défend. Et là, nous allons tirer au sort, une main là, innocente parmi vous tirera des petits noms pour savoir dans quel ordre les candidats passent. Une fois que ils auront tous 3 minutes, et je le dis pour tous les candidats, à partir de 2h30, j'ai 3 contrôleurs du temps dans la salle, à partir de 2h30, je serai en face de vous, je vous ferai un petit signe, ça veut dire que vous devez bouger. Il faut absolument qu'on soit dans un respect du timing, sinon on va exploser les délais. Deuxième phase, je ferai un lancement avec 2 thèmes. Un thème sur la question de l'environnement en Europe, la question écologique, et de l'autre, la question de la sécurité. Et les candidats, librement, choisiront de répondre à l'un ou à l'autre, ou aux 2, toujours avec un timing de 3 minutes. Et puis, dernier temps, je me retournerai vers vous. Je prendrai une série de questions, sans doute environ 5 questions,
Et à nouveau, on se retournera vers les candidats et ils choisiront de répondre à l'une ou l'autre des questions, je précise. Si dans les phases précédentes, dans ce qui a été dit précédemment, vous avez été mis en cause, votre mouvement a été mis en cause par un candidat, c'est à ce moment-là que vous pourrez lui répondre. Autrement dit, comme on doit tenir les délais et que vous êtes 13, vous imaginez bien, vous l'avez d'ailleurs sans doute vu si vous avez vu le débat sur France 2 à 12, ça peut devenir une cacophonie gigantesque, plus personne n'est capable de s'entendre. Et donc il faut, je vous le demande, je sais que c'est compliqué, mais il faut absolument qu'on respecte très drastiquement ces règles. Pour l'ordre de passage, eh bien, très simplement, voilà, on a mis des petits noms. Qui va tirer? Allez, madame, vous allez tirer en premier. Allez-y. Merci. Alors, vous voyez que c'est marqué derrière. Je vais vous faire juste un petit lancement pour expliquer. Donc, premier thème, question de l'Europe dans la mondialisation. Nous le savons, l'Europe n'existe pas sur le monde. Vu de l'extérieur, l'Europe apparaît comme un continent qui a tenté de rapprocher de manière sans précédent les sociétés et qui semble en plus avoir un patrimoine commun assez fort, puisque les sociétés européennes sont finalement des démocraties, des États de droit, des économies de marché, et qui ont d'ailleurs une forte dimension sociale, ça les singularise par rapport à d'autres sociétés. Mais vu de l'intérieur, incontestablement, l'Europe est hétérogène, c'est une construction qui est régulièrement en crise, qui est contestée, et en particulier, elle est contestée dans son positionnement à l'égard de la mondialisation. La question que je voudrais donc vous poser ici est la suivante. Pour vous, quel est le sens que vous souhaitez donner au projet européen au sein de la mondialisation? Ou pour le dire dans des termes plus brutaux, l'Europe, pourquoi faire? Alors, vous avez timé madame, Gabrielle Lamy. Hop, Gabrielle. Vous avez un micro ici, voilà. Et vous avez 3 minutes. En préliminaire, je voudrais dire que je regrette quand même qu'il n'y ait pas un drapeau français dans la salle. On peut avoir le drapeau européen et le drapeau français également dans la salle. Ça aurait été bien dans le cadre d'une élection européenne, certes, mais dans un cadre national. Donc la question en tant que telle, c'était à quoi bon l'Union européenne dans la mondialisation? Est-ce que ça peut être un atout? Est-ce que c'est un handicap? Au-delà de cette question, il faut quand même se replacer dans le contexte, c'est-à-dire que pourquoi on a fait l'Union européenne? L'Union européenne, on l'a fait pour la paix, certes, mais on l'a fait aussi pour être un démultiplicateur de la puissance de l'ensemble des États membres qui la constituent. Il n'y a pas un peuple européen, il y en a 28, il y aura bientôt 27 peuples au sein de l'Union européenne, puisque nos amis britanniques ont décidé de partir. Et donc en fait, il y a 27 peuples européens. Et l'objectif de l'Union européenne, c'est d'avoir à chaque fois un atout supplémentaire pour l'ensemble de ces peuples, pour l'ensemble de ces États membres, afin de faire en sorte d'avoir une capacité de taille critique pour agir dans la mondialisation. Or, ce qu'on remarque effectivement, c'est que l'Union européenne actuellement est en crise économique, en crise sociale, en crise d'identité. Quand je dis identité, c'est pas forcément les identités nationales, c'est aussi en crise d'identité par rapport au projet européen. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'Europe, actuellement, n'agit plus. Et ce qui guette l'Europe, le danger qui la guette actuellement, c'est la sortie de l'histoire. Et l'Europe risque de sortir de l'histoire tout simplement parce qu'en fait, elle n'a plus de projet. Elle n'a plus de projet parce qu'aussi, elle ne sait plus d'où elle vient. Elle ne revendique plus rien d'autre que le fait d'être une zone de libre-échange où les individus consommateurs interchangeables les uns aux autres auraient comme seule ambition de pouvoir accumuler le plus possible de biens matériels. On ne peut pas construire une société, on ne peut pas construire un projet politique là-dessus. C'est pourquoi il faut retrouver le sens de la civilisation, le sens de nos racines, c'est ce que nous proposons chez les Républicains. Donc ça suppose effectivement de savoir qui nous sommes, de l'affirmer, ce qui nous permettra aussi de proposer un projet politique à l'ensemble des Européens, et y compris à ceux qui font le choix de venir vivre en Europe, ce que nous ne faisons pas depuis 40 ans. Et pour cela, en fait, nous proposons donc un projet très simple, qu'on a baptisé « Refonder l'Europe et rétablir la France », puisque les deux vont de pair, ce sont deux piliers qui vont ensemble, puisqu'on considère effectivement que refonder l'Europe, c'est la première pierre aussi pour rétablir la France. Et donc c'est un projet politique qui propose donc autre chose que le saut en avant fédéraliste que proposent donc certains partis politiques, que je ne citerai pas ici, mais qui proposent donc en fait une Europe finalement pour elle-même, désincarnée, isolée, assez technocratique. Ou alors certains proposent également le repli nationaliste, donc quasi autarcique,
Donc en fait, voilà, ce que nous proposons finalement, c'est une Europe concrète, avec une civilisation qui se protège aussi dans la mondialisation, et aussi qui, derrière, a des projets concrets pour pouvoir incarner le projet politique européen dans la vie. Madame Thierry Benjamin Landry, donc voilà. Vous êtes le Benjamin, je pense, de l'Assemblée, le mouvement Allons enfants, et peut-être... alors, vous avez un micro. Merci. Merci. Vous donnez 20 secondes pour présenter un peu votre mouvement politique, parce que pour le coup, ils sont beaucoup moins connus. Bon, alors bonjour à tous et à toutes, donc Benjamin André, j'ai 20 ans et donc je suis candidat aux élections européennes avec le parti Allons enfants, donc parti qui est peu connu en effet, c'est notre premier scrutin européen et notre troisième élection. Alors Allons enfants, le principe c'est de dire qu'en fait les jeunes sont peu représentés dans la démocratie aujourd'hui que nous avons. En effet, les députés européens ont une moyenne d'âge de 60 ans et il n'y a aucun député français sur la mandature de 2014 à 2019 qui a moins de 30 ans. Donc partie de ce constat et d'un autre constat qui dit qu'il y a un certain abstentionnisme de la part des jeunes, eh bien peut-être qu'il était temps aussi de donner un petit peu un coup de pied dans cette démocratie qui avait du mal à faire représenter ces jeunes et qui n'arrivait pas à motiver cette génération, ma génération, qui demain va subir toutes les conséquences que nous prenons aujourd'hui dans nos différentes instances institutionnelles. Merci beaucoup. Juliette Bertochetto, vous allez prendre la suite. L'UDI. Allez. Il a rendu la parole. Ah non, il n'a pas compris. Pardon. Alors allons-y. Pardon, c'est moi qui ai mal compris. Allez-y. Pardon, du coup, je pensais que c'était juste une petite présentation parce qu'effectivement, j'ai quand même des choses à dire sur le sujet européen. Et moi, j'étais parti sur autre chose. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc du coup, oui, effectivement, sur le sujet européen, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Je pense que vous ne connaissez pas la position d'Allons enfants dessus. Le sujet européen, effectivement, c'est quelque chose qui, pour ma génération, je pense, est très important. En effet, la génération, je suis né en 1999, et ma génération est sûrement la première génération depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est une génération qui n'a pas un avenir qui est promis, mais elle va devoir gagner, en fait, son avenir, se battre pour son avenir. Se battre, oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus complexe, avec des différents pôles de mondialisation, avec une triade qui est remise complètement en question. Et aujourd'hui, il faut se demander quelle est la place de l'Union européenne, quelle est la place de la jeunesse aussi au sein de cette Union européenne pour la faire vivre, pour la faire grandir et pour essayer de porter un message. En effet, nous parlons de réchauffement climatique, voilà quelque chose de bien anxiogène que l'humanité n'a jamais rencontré. Nous parlons également d'augmentation des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres au sein même de la France, alors que nous avons quand même un passé bien connu pour essayer de lutter contre ça. Nous sommes également on nous parle de crise migratoire liée au réchauffement climatique. Ce sont des choses qui sont finalement véritablement anxiogènes, je pense notamment pour nos générations. Et le fait de dire que sûrement au scrutin prochain, 75% des jeunes de moins de 25 ans n'iront pas voter, eh bien, c'est un chiffre qui, au premier abord, peut paraître pas surprenant. Les jeunes ne s'intéressent de toute façon jamais à la politique et jamais à l'engagement. Moi, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça, et je pense qu'on ne donne plus aujourd'hui aux jeunes l'opportunité d'être représentés, et donc de vouloir se sentir engagés, et de vouloir vivre cette Union européenne. Et finalement, ma candidature, et la candidature de toute ma liste, c'est essayer de dire que l'Union européenne, c'est pour les jeunes, c'est non seulement pour toutes les générations, pour la société, mais aussi pour les jeunes. Parce qu'effectivement, toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui dans nos instances, et notamment au sein du Parlement européen, eh bien, elles vont avoir pleinement des conséquences sur notre génération. Et quand on est finalement sur le réchauffement climatique pas capable de prendre des décisions sérieuses qui pourront permettre d'avoir une société soutenable sur le long terme, eh bien, c'est un problème, et la jeunesse doit appartenir au débat démocratique sans faire du jeunisme, bien évidemment. Merci à vous et pardon de ne pas avoir suivi correctement le Rassemblement national. Tenez. Merci de votre accueil tout d'abord, merci pour l'organisation de ce débat sur les questions européennes assez largement, et pour cette première question, donc le rôle finalement de l'Europe dans le monde, comment l'Europe s'insère-t-elle dans la mondialisation? Eh bien cette question, me semble-t-il, va me permettre de répondre finalement à un extrait d'intervention de mon premier contradicteur, le représentant des Républicains, qui avait laissé entendre que, avec ce qu'il appelait les nationalistes, c'est-à-dire implicitement le Rassemblement national,
ce serait l'autarcie, ce serait le repli sur soi. J'ai plutôt envie de dire qu'avec Manfred Weber, le candidat qu'il soutient à la présidence de la Commission européenne, a priori, j'ai plutôt l'impression que ce sera avec ce candidat-là, ces forces politiques-là, de la fausse droite ou du vrai centre, que nous aurons demain, dans l'espace européen, l'autarcie et le repli sur soi. Parce que finalement, nous aurions, dans ce cas-là, nous continuerions à être dans la roue des États-Unis, nous continuerions à participer à l'OTAN, nous continuerions à être hostiles, on ne sait pour quelle raison, juste à la Russie, alors que cela présente des conséquences, notamment sur le plan énergétique, qui sont assez importantes. Et puis on continuerait à se battre à armes inégales contre la Chine et l'Inde, lesquelles sont en train de nous dépasser dans un certain nombre de terrains industriels, notamment s'agissant de la Chine, la robotisation et l'intelligence artificielle. Alors cette Europe-là, naturellement, je n'en veux pas. Et je ne veux pas utiliser mon temps de parole pour vous expliquer que moi, je suis jeune, je serai né dans les années 80, dans les années 90. Tout le monde s'en fout. Évidemment, tout le monde ici est né dans les années 80, c'est pas le sujet. Il me semble... Bah, on va dire dans les années 50 à 90. On est tous des enfants de la Ve République. Mais existera-t-elle encore la cinquième si demain nous ne prenons pas en compte un certain nombre de défis? Est-ce qu'il est plus important dans ce débat de dire moi je suis né en 99 ou de prendre en compte par exemple le 1,2 milliard d'habitants de l'Inde? Voilà. Les grandes masses démographiques, les grands enjeux géostratégiques à l'œuvre ne sont absolument pas pris en compte par l'Union européenne telle qu'elle est construite. Parce que c'est une union qui est une impuissance politique. Ce n'est pas du tout une Europe puissance, c'est une Europe impuissance. Alors ce que nous nous proposons, c'est une alternative politique, une autre construction européenne qui passe par des coopérations interétatiques, équilibrées, et qu'on arrête de désindustrialiser, de délocaliser, de détruire notre système productif. Parce que forcément, quand on s'attaque à notre système productif en nous exposant à tous les vents de la mondialisation, ça donne des choses bizarres. Et ça expose nécessairement les plus fragiles. Et ça nous donne par exemple, comme je l'ai vu à Saint-Nazaire aujourd'hui en me rendant chez un retraité, des gens qui sont surexposés aux mauvaises conséquences de la mondialisation. Cette personne, dont je tiens la feuille de cotisation de retraite, elle a perdu par exemple 93 € de retraite sur sa retraite complémentaire. Ça a certainement quelque chose à voir avec la mondialisation et l'Union européenne. Merci. Merci. Je vais donc intervenir sur les deux thèmes de la sécurité et de l'environnement, des thèmes dont on pourrait penser qu'ils n'ont pas grand rapport, même si en réalité ils questionnent sur le modèle de société que nous voulons et les protections que nous souhaitons. Alors tout d'abord sur la sécurité, je pense que la principale mesure du Rassemblement national, ça n'étonnera personne, c'est le retour à des véritables frontières. À la fois frontières européennes, en sortant de la logique de Schengen, en sortant aussi des insuffisances du dispositif de garde-frontière actuel, en sortant de Frontex, et puis en rétablissant des frontières nationales et en réduisant considérablement les flux migratoires, laquelle l'Europe, naturellement, est très exposée depuis ces dernières années à la faveur d'un certain nombre de crises politiques, en Syrie, en Libye, etc. Des crises dont au reste le Rassemblement national n'est pas responsable. Alors qu'on pourrait discuter des co-responsabilités d'un certain nombre de partis au pouvoir depuis une dizaine d'années. Naturellement, je précise que nous ne voulons aucunement d'une défense européenne. Pour poursuivre sur le sujet de la sécurité, nous ne voulons aucunement d'une défense européenne commune. Je rappelle que le président de la République, dans notre Constitution, est chef des armées, et nous n'envisageons pas que demain, la défense de la France, et donc sa souveraineté, puisse être aux mains d'un général étranger ou je ne sais quoi. Concernant le sujet de l'environnement, je pense qu'il faut avant tout sortir de cette logique, de cette politique économique de libre-échange, complètement dérégulée, complètement financiarisée, et en revenir véritablement au produire, au consommer, au recycler au plus près.
un véritable localisme, comme nous disons. Et ne pas croire que l'Europe, en la matière environnementale, soit quelque chose qui nous protège. Moi, je pense plutôt que l'Europe nuit, enfin l'Union européenne, nuit aux Européens, nuit aux Français sur le plan environnemental. Tout comme sur le plan agricole, selon nous. Parce que nous ne croyons pas que la PAC, la politique agricole commune telle qu'elle est construite, soit pertinente vis-à-vis de notre manière française de produire, de consommer. Et nous voulons sortir de ce productivisme, de cet agroproductivisme, qui est sans doute beaucoup plus calqué sur le modèle allemand. Je pense aux fermes-usines, je pense à un certain nombre d'atrocités, l'élevage du poulet toujours plus intensif, ce genre de choses. C'est sans doute beaucoup plus adapté à d'autres modèles, d'autres pays, que notre modèle français qui respecte les temporalités, qui respecte les animaux, qui respecte les agriculteurs, leur travail. Et donc il faudra sortir de la PAC. Et sortir d'un certain nombre d'orientations telles que l'Europe les met en place actuellement, notamment dans l'article, c'est un petit peu technique, l'article 38 et 39 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne. Regardez, c'est assez intéressant et ça révèle beaucoup de l'agroproductivisme actuel. Et je vous pique le micro pour me tourner vers vous, car désormais, c'est vous qui allez poser les questions. L'idée, c'est que je vais prendre en gros 5 questions. Alors, d'accord. Alors, on commence de ce côté-ci. Allez-y, je vous demande de faire des questions courtes, je reviens vers vous ensuite. Je vais faire court. On va changer de sujet. On a parlé d'écologie, on a parlé de sécurité, on va parler des entreprises et de la transition numérique. Et à ce propos, un récent sondage montre que 70% des Français sont sensibilisés à présent à la protection des données, le fameux RGPD. En revanche, il y a 80% des entreprises qui ne sont toujours pas en conformité. La réglementation est sortie en avril 2016, applicable en 2018, et nous sommes en 2019. Donc ma question, c'est de connaître la position à ce sujet de vos listes respectives, sachant que les autres pays européens ont été de meilleurs élèves, à savoir l'Allemagne, qui est plutôt en courbe inversée, 80% d'entreprises en conformité. Donc la position de vos listes respectives et ce que peuvent faire les députés européens dans ce domaine. Alors je sens que je vais faire là aussi beaucoup de frustration parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, tenez, allez-y. Moi, je voulais juste savoir quelles sont la position de vos partis, je parle assez forcément, sur la vente d'armes à des pays en guerre. Alors c'est une question piège parce qu'il y a certains partis qui ont déjà fait ça quand ils étaient au gouvernement, mais voilà, c'était juste ça. Est-ce que vous pouvez passer allez-y. Dans un contexte européen de chômage généralisé, je voulais savoir quelles étaient les positions de vos listes respectives vis-à-vis de la robotisation notamment, et qu'est-ce que vous vous engagez à faire une fois au Parlement européen sur cette question qui est responsable du chômage. Je vais répéter. Merci. Alors, j'ai promis par là-bas. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Donc moi, c'est surtout une question pour La République En Marche, principalement. Vous parlez des frontières extérieures, mais quand on laisse entrer 11 000 fichiers S en 2017 sur notre territoire français, comment protéger les Français contre le terrorisme islamiste? En ce moment, les frontières intérieures de l'Europe, entre pays, sont une véritable passoire. À partir du moment où on laisse entrer des terroristes, on ne peut pas protéger les Français. Multiple question, monsieur. Merci. En 2016, le Parlement européen a voté la directive sur le secret des affaires. Malheureusement, elle a été votée par des partis qui sont ici présents. Est-ce que dans la prochaine législature, vous vous engagez à revenir sur ce texte qui a été validé par le Parlement français sur le secret des affaires, dénoncé autant par Élise Lucet que par Paul François, l'agriculteur qui se bat contre Monsanto, qui trouve que c'est une loi liberticide? Alors, nous avons donc eu 5 questions. Je voudrais que vous commenciez à répondre, mais il va falloir quelqu'un qui me tire des petits noms. Là, il faut une main innocente. Et vous allez librement choisir une. Gabriel Mélanie.
Vous avez librement choisir une des questions sur le numérique, sur la vente d'armes, sur le secret des affaires. J'ai oublié de questions. Pardon. Je vais me lever parce que j'en ai marre d'être assis. Oui, ok. La robotisation et l'impact sur l'emploi. Il faut répondre aux 5 ? Non. D'accord. Je vais répondre sur 2 questions, donc, principalement donc, le numérique et les fichiers. Sur les autres questions, après, bon, on peut toujours effectivement, mais ça serait vraiment très long à expliquer la position. Sur le numérique, effectivement, l'Europe actuellement est un nain au niveau numérique. Tout simplement parce que l'ensemble des grandes firmes numériques et des technologies de demain de manière générale sont soit aux États-Unis, les fameux GAFAM, soit en Chine, dont j'ai oublié l'acronyme, donc je ne le demanderai pas. Et le problème, en fait, c'est que en Europe, on n'a pas su déployer effectivement des industries qui puissent se déployer effectivement dans le numérique, tout simplement parce qu'on n'a pas donné les moyens juridiques et financiers à des entreprises, à des start-up européennes, comme on aime dire de nos jours, pour atteindre la taille critique au niveau du marché mondial. Tout simplement parce que déjà, le droit de la concurrence qui a été imaginé dans les années 80 était adapté à cette époque. À l'époque, il faut quand même se souvenir qu'en gros, la plupart des secteurs étaient monopolistiques. Donc il s'agissait de desserrer un petit peu les trains monopolistiques pour favoriser le consommateur. Désormais, en voulant favoriser le consommateur, finalement on le dessert. On le dessert comment? Parce que finalement, des oligopoles hors Union Européenne se sont constitués et sont quasi monopolistiques désormais en Europe également. Et elles acquièrent également toutes les données des citoyens européens, des utilisateurs d'Internet notamment. Et l'objectif maintenant, c'est vraiment de réussir à faire émerger les champions européens. Il n'est pas encore trop tard dans tous les domaines, il y a des moyens de le faire. Et donc, une idée, c'est réussir à mettre une taxe d'égalisation des GAFAM au niveau européen pour financer un fonds d'investissement dans l'intelligence artificielle et dans le numérique. Au niveau des fichiers S, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas dire qu'on protège les Français et de manière générale les Européens lorsqu'on fait rentrer 11 000 fichiers S, comme vous le dites. Je ne suis pas sûr des chiffres, par contre. En revanche, je ne suis pas sûr qu'on ait fait rentrer 11 000 fichiers S en France. Il faut savoir une chose, c'est que sur les fichiers S, il y en a 20 000 à peu près en France. La moitié à peu près, ce sont des agents étrangers, c'est-à-dire en fait des agents au service des États-Unis, de la Chine, d'Israël, de la Russie, etc. Ceux-là, évidemment, on ne va pas les interner, on les laisse sur le territoire, on les laisse agir pour pouvoir les surveiller et savoir comment comptent faire nos concurrents sur la scène internationale pour nous déstabiliser et faire avancer leurs pions à la fois en Europe, mais aussi en France. En revanche, il y a effectivement la question des fichiers S pour radicalisation islamiste. Là, effectivement, il y a une véritable menace. Déjà, la première chose à faire, c'est effectivement, on pourrait interner l'ensemble des fichiers S les plus dangereux, parce qu'ils constituent une véritable menace pour la sécurité nationale. Nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique, nous sommes en guerre contre l'islamisme, il ne faut pas l'oublier, nous avons eu énormément de morts en France depuis 2012, et ce n'est pas parce qu'il y a un petit peu de répit ces derniers temps, parce que notamment l'État islamique est affaibli puisqu'il a perdu ses positions territoriales au Moyen-Orient, qu'il faut l'oublier. Et au passage, nous avons aussi développé une chose, c'est pour pouvoir lutter contre le terrorisme, il faut aussi avoir des fichiers. Et ces fichiers, il faut qu'ils puissent communiquer entre eux. Au niveau des vols aériens, bien que certains partis politiques aient prétendu que les terroristes ne prenaient jamais l'avion, nous avons développé le fichier PNR, qui permet de contrôler en amont les terroristes qui prennent l'avion. Il faut réussir à développer ce mécanisme à l'ensemble des vols intérieurs au sein de l'Union européenne, et pas uniquement aux vols qui quittent l'Union européenne ou qui viennent au sein de l'Union européenne. Et puis il faut faire communiquer l'ensemble des bases de données. C'est pas grave. Il y a ce qu'on appelle un paquet interopérabilité au niveau du Parlement européen. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dizaine de bases de données, 7 ou 8 exactement, je crois, de bases de données donc, de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée de manière générale, qui... S'il vous plaît. Oui, je termine quand même, s'il vous plaît. Donc il y a 7 à 8 fichiers qui existent actuellement au niveau européen, mais qui ne communiquent pas entre eux. L'idée, c'est de les faire communiquer pour rendre les services de protection des frontières et policiers, gendarmes, douaniers, de manière générale, plus efficaces. Et c'est ce que nous portons également au Parlement européen. Merci beaucoup. Vous allez fournir pour...
République En Marche. Alors, 2 points. Sur la RGPD, évidemment, il faut qu'on arrive à investir davantage et plus rapidement dans le droit français, que les entreprises de place les directives européennes. On traîne souvent, parfois on fait de la surtransposition, et quand on fait de la surtransposition, on aime bien dire que c'est la faute de Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est une présence en large, ça personne ne répond, c'est quand même plus simple. Donc il faut vraiment qu'on travaille dessus. Surtout que c'est assez symptomatique de l'état d'esprit que l'Union européenne a. Et nous, pour développer, pour aller plus loin cet état d'esprit de la RGPD, c'est pas la Silicon Valley justement, les données nous appartiennent, c'est à nous, chacun a cette liberté-là. On est pour une agence de la protection de la démocratie qui va dans le même sens, qui va plus loin aussi, pour protéger l'état d'esprit aussi de nos États, entre autres sur ces questions de numérique. Je suis désolé, moi la Russie c'est pas mon truc avec Poutine. Donc résultat, moi je veux une démocratie, on ne met pas les opposants en prison, on ne fait pas glisser les journalistes, on ne fait pas. Je pense que les journalistes morts en Russie qui ont glissé d'un point, etc., méritent quand même un peu de respect et un peu de faire attention aussi, je pense. La liberté d'expression qu'on a en France, je pense, n'est pas tout à fait la même qu'en Russie, à moins que vous y étiez. Ensuite... Pour vous libérer des nazis en 1945. Vous étiez bien content des 27 millions. Monsieur Boucher, c'est juste à voir quand vous allez voir du nazisme. L'alliance rouge-brun. Sur le terrorisme, puisque j'ai été interrogé dessus, je suis désolé, il y a... Je veux bien vous répondre aussi. Je réponds juste sur le terrorisme, mais si vous avez une interrogation, je peux répondre avec grand plaisir. Je suggère que... C'est une discussion presque bilatérale, mais en dehors. Sur le terrorisme, déjà il y a une première chose, c'est un élément à prendre en compte aussi. Il y a un certain nombre de terroristes qui sont français, comme vous et moi, qui avaient la nationalité française. Donc vous fermez les frontières entre... J'ai parlé d'islamisme. L'islamisme, on peut très bien être français et être islamiste. Oui d'accord, mais donc qu'est-ce que vous faites? Fermer la frontière entre la France, la Belgique, la France, l'Italie, etc. C'est pas la solution. C'est comme les fichiers S. Les fichiers S, ils doivent être surveillés. Ils doivent être protégés dans la surveillance. Ils ont été surveillés quand ils se sont fait... Mais il faut que ce soit surveillé. On a certainement un problème de moyens là-dessus. Mais tant qu'ils ne sont pas passés à l'acte, on est dans une société où, quand les personnes ne sont pas passées à l'acte, on ne peut pas les arrêter, sauf si on a un faisceau trop important qui permet justement de les arrêter. Mais les fichiers S, c'est pas cette fiche-là, je suis désolé. 2 points qui nous rapprochent d'ailleurs de l'UDI sur ce point-là, parce que c'est en termes de sécurité, j'ai pas pu le dire tout à l'heure. 2 points, Europol, il faut que Europol se transforme vraiment en politique, police criminelle européenne, on en a besoin, si on a un espace commun, il faut qu'on le mette. Et la deuxième chose, c'est le parquet européen, c'est vrai que c'est important aussi, puisqu'on le voit, il y a souvent des problèmes lorsque les affaires passent les frontières, il y a souvent des problèmes de suivi, donc il faut absolument qu'on arrive à mettre un peu de lien entre les différents pays européens et les services de sécurité aussi. Merci à vous. Gauthier, Rassemblement National. Merci pour ces différentes questions. Alors, concernant la vente d'armes aux pays en guerre, moi je dirais que ça dépend avant tout des intérêts géostratégiques de la France. Nous sommes, la France, une nation universelle, une nation de paix, le pays des droits de l'homme. Ça ne nous interdit pas, bien sûr, et c'est même essentiel, de défendre nos intérêts. Et il faut donc regarder les intérêts en place, les forces en présence, et nous rappeler, comme le disait Charles de Gaulle, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. En tout cas, si le Rassemblement national était au pouvoir, je ne sais pas s'il vendrait des armes à la Russie, j'en suis pas certain, mais je suis certain qu'il n'en vendrait pas au Qatar et à l'Arabie Saoudite, comme le font un certain nombre de gouvernements successifs, là encore depuis une dizaine d'années. Avec M. Fournier, il y a quelque chose de pratique, c'est qu'il a finalement soutenu 2 gouvernements successifs, l'UMP puis République En Marche. Oui, il y avait Hollande, attends, on l'aurait presque oublié. Sur la robotisation, c'est assez difficile de voir où nous allons arriver avec les robots. Pour l'instant, ce sont des choses qui nous aident sur le plan de la santé, des petites choses sympathiques, les assistants vocaux maintenant. Ce que nous ne souhaiterions pas, c'est que notamment l'Union européenne décide demain, comme il a semblé en avoir été question ces dernières années, éventuellement d'une personnalité juridique pour les robots. Parce que c'est un petit peu ouvrir la boîte de Pandore. Et nous n'avons pas le sentiment, encore une fois, que l'Union européenne soit une Europe puissance sur le terrain de l'intelligence artificielle, de la robotisation. Et en particulier,
constatant qu'elle ne pose pas les enjeux, notamment du transhumanisme, et du caractère inquiétant de cet enjeu. Sur le secret des affaires, naturellement, nous sommes très hostiles aux dispositions telles qu'actuellement mises en place par l'Union européenne. Nous considérons l'Union européenne... Vous avez voté en 2016. Moi, je ne suis pas député européen, je n'ai pas voté, j'ai rien voté. C'est votre parti qui vote ça. Je suis simple conseiller municipal, je suis déjà assez occupé à débarrasser Saint-Nazaire du socialisme. Tâche difficile, s'il en est, mais exaltante. L'Union européenne est assez orwellienne comme cela pour que nous nous embarrassions de cette loi sur le secret des affaires. Et puis, sur les fichiers S islamistes, tout a été dit, même si un peu maladroitement sans doute par le représentant des Républicains. Expliquez-moi si l'islam radical est un progressisme, notamment pour le droit des femmes.